Alors, français ou anglais? Français? Anglais? Ah. Bon, on va le faire en français. Par contre, il faut avoir un peu de patience avec ma vitesse, ok? Alors, aujourd'hui, on va parler de Workload Fingerprints. C'est ça une méthode qu'on a développée récemment. On est en train de la démocratiser. Et j'ai déjà parlé de ce sujet 2 ou 3 fois dans d'autres conférences et il y a toujours des bons retours. Et comme ça, c'est un peu un projet de recherche, c'est bien pour moi parce que je peux gagner un peu de connaissances par les gens qui sont ici. D'accord? Ça, c'est une méthode de recherche. Par contre, c'était implémenté dans un produit et ça marche aussi dans un système de production. Mais c'est une méthode qu'on doit développer encore pour la rendre vraiment au point. D'accord? Donc, moi, c'est Luigi Nardi. Je suis le CEO de Debetune. Par rapport à qui je suis, très brièvement, j'ai travaillé en académie pendant très longtemps, mais je fais aussi un peu d'industrie. Donc, j'ai un mélange entre les deux. Et je fais un doctorat en France, c'est pour ça que je parle français. Et j'ai travaillé à Stanford University pendant pas mal d'années où on a développé pas mal de recherches dans le contexte de machine learning, intelligence artificielle, dans le contexte des systèmes, en général, système, optimisation des systèmes. Et je suis devenu professeur en intelligence artificielle à Lund, qui est une université suédoise. Okay? Depuis 2020, je travaille sur Debetune. Donc, comme Debetune, c'est la boîte qui paie mon voyage ici, vous allez devoir entendre 2 minutes de Debetune. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est Debetune? Tout d'abord, je disais le travail qu'on a fait à Stanford, ça c'est la commercialisation de Debetune, du projet de Stanford, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Debetune. Donc, c'est un projet qui a commencé en Californie, mais après, c'est devenu un projet européen parce que la boîte est suédoise. C'est l'idée d'utiliser de l'intelligence artificielle pour optimiser Postgres. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a développé beaucoup d'expertise dans ce contexte-là. On ne parle pas que de LLM. En fait, nos modèles, en fait, c'est quasiment pas d'LLM du tout, en fait, parce qu'on veut avoir la possibilité d'avoir un projet d'autonomie, dans le sens qu'on ne voudrait pas juste avoir des recommandations qui... c'est à toi de décider si tu vas accepter la décision. Donc, beaucoup de la décision vient de toi, alors que nous, on voudrait vraiment bouger ça et faire quelque chose qui est complètement autonome, en fait, et qui marche dans le système de production. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est plus proche des voitures autonomes Waymo, par exemple, où la voiture décide si tu vas à gauche, à droite, de manière autonome, plutôt que Claude ou ChatGPT, où il faut décider si tu vas accepter ou pas, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. D'accord? C'est un peu ça l'idée, et tout est lié à la performance, à le tuning de Postgres. Donc, c'est vraiment lié à ce concept-là. Donc, on a passé pas mal de temps dans la communauté. On n'a pas sponsorisé cette conférence. Je suis désolé, Jean-Paul, on va le faire l'année prochaine. Mais on est quand même parmi les premiers 20 sponsors de Postgres de manière globale. Donc ça, c'est pas mal. Je suis assez content de ce résultat. Et on travaille sur un projet de PUG, Postgres User Group, dans la région de Malmö. Est-ce que vous connaissez Malmö? Oui, il y a quelques-uns. C'est à côté de Copenhague, en fait. Copenhague, c'est la capitale de Danemark. Et Malmö, c'est de l'autre côté du pont. Donc, si vous êtes dans le coin, je vous invite à m'écrire parce qu'on cherche toujours des speakers. Et si vous voulez donner une présentation sur Postgres, vous êtes bienvenus. D'accord? Il y aura entre 25 et 45 personnes. Donc, c'est plutôt bien pour la visibilité de vos projets. Alors, aujourd'hui, on va parler de performance, comment on mesure la performance. D'accord? On va vraiment parler d'un sujet assez spécifique. On va faire une petite introduction. On va parler de bruit, parce qu'il y a du bruit partout. Donc, il faut gérer le bruit. D'accord?
quand on mesure la performance, il y aura du bruit. Et on introduit cette méthode qu'on appelle workload fingerprint. Donc, quelqu'un hier m'a donné une traduction intéressante. Je pense que c'était empreinte digitale. D'accord? Je ne sais pas si ça marche. Mais ça, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur la tâche de travail et sélectionner une partie de cette tâche de travail qu'on peut reconnaître comme une empreinte dans le temps. Comme ça, si on va faire un changement dans la base de données, on peut comparer avant et après, parce qu'on pourra reconnaître l'empreinte. Donc, c'est ça l'idée de base. Okay? Et souvent, on voit des situations où il y a deux personnes qui parlent sur l'effet d'un changement sur la base de données, et souvent, ils n'arrivent pas vraiment à être sur la même longueur d'onde, parce que c'est pas forcément très simple de comparer avant et après. Donc ça, c'est l'idée de la présentation. Et puis, on va parler un peu de faire cette recommandation de manière automatique. On parlera quelques minutes de ça. Alors, qu'est-ce que c'est la performance de tuning et pourquoi c'est tellement difficile? Souvent, comme je disais juste avant, c'est souvent une discussion qui a l'air un peu d'être une discussion artistique plutôt qu'une discussion d'ingénierie. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien changer parce que la performance, ça doit être quelque chose qu'on peut simplement mesurer et comparer. D'accord? Alors, c'est juste après manger. Du coup, ça va être un peu difficile de vous garder avec attention. Je vais poser des questions. D'accord? Donc, on va interagir. Donc, le performance tuning, la base de données, dans le temps, ça change, ça grandit et souvent, ça ralentit. C'est très rare que ça va plus rapide automatiquement. D'accord? Il y a beaucoup de tâches de travail, il y a beaucoup de machines et l'idée de tuning, c'est vraiment l'idée d'adapter, ajuster le cadre de votre travail et l'environnement, la machine et la tâche de travail, de le faire... de le customiser par rapport à votre cas d'utilisation. Okay? Donc ça, c'est une tâche qui est performée par le tuner. Le tuner, dans cette présentation, je m'en fiche un peu, ça peut être un DBA, un développeur, ça peut être aussi un agent IA. D'accord? Donc on va l'appeler tuner, parce que ce n'est pas très important. Et ce projet-là, en fait, ça va être l'entrée l'input de tuner. Le tuner va regarder à cette entrée pour prendre une décision, d'accord? Et donc, ce n'est pas important, le tuner, c'est un DBA ou un agent IA. Alors, c'est comme ça que ça marche normalement, très haut niveau. Donc, il y a deux personnes, il y a le tuner, comme je disais, un DBA ou un agent IA, et puis il y a un propriétaire d'application. D'accord? Ça, c'est deux personnes différentes normalement. Peut-être dans des très petites boîtes, peut-être c'est la même personne, mais normalement, c'est deux personnes différentes. Et le application owner, il va faire tourner l'application. Le tuner, il va regarder la performance. Et puis, ils se parlent les deux et ils disent, voilà, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Si on est satisfait, on arrête le tuning pendant au moins de manière temporaire, pendant peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, et puis on va y revenir dessus. Mais sinon, on s'arrête de manière temporaire. Si on n'est pas content, on continue, on fait une modification de la base de données, et on continue dans cette boucle. On continue jusqu'au moment qu'on est content du résultat. D'accord? Et ça, c'est vraiment une communication, souvent c'est entre le propriétaire de l'application et le tuner. Et voilà, ça va, parfois, ça c'est deux gens différents avec une culture assez différente et tout ça. Parfois la communication, c'est pas tout à fait simple. Mais je ne sais pas c'est quoi votre expérience de communication entre les différents départements. Mais souvent c'est un peu compliqué. Et à la fin, on arrive à terminer cette boucle. D'accord? Il y a pas mal de questions dans ce diagramme haut niveau. La première, c'est quel type de performance, quel type de métrique en fait on va regarder pour la performance. L'autre question, et ça c'est du côté tuner, du côté application owner,
c'est la même chose. Quel type de performance on regarde? C'est souvent différent du premier. Il y a d'autres choses comme quels sont les outils qu'on va utiliser, PG Statements, PG Badger. Il y avait une présentation juste avant, ça c'est aussi intéressant. Et quelles sont les choses qu'on change? On change des choses comme les serveurs paramètres, les paramètres du serveur, les index et d'autres choses. Tu peux aller tout en bas au système d'exploitation aussi. D'accord? Et puis, il y a aussi le bruit qui vient de plusieurs endroits. Donc, il y a le multi-tenancy, il y a le warm-cold cache effect, il y a le réseau et tout ça. D'accord? Le bruit, ça fait vraiment partie de cette boucle et cette évaluation aussi. Okay. Est-ce que ça c'est clair? Ça marche? Oui? Ok. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur certains de ces aspects. D'accord? Et on va réécrire cette boucle de cette manière. On fait un changement, on observe assez. Je vais expliquer ce que je vais dire dans la prochaine planche. On calcule la performance. Je vais aussi parler un peu quel type de performance on peut mesurer. Et puis, on est satisfait ou pas, et on boucle là-dessus. Donc, je commence par le point numéro 3. Et la performance, souvent, dans des discussions Postgres, c'est souvent la latence ou la bande passante, throughput. Et c'est souvent le average query runtime, c'est une moyenne du temps de calcul de la requête. Il s'appelle aussi AQR. Ou bien le P99, par exemple, une autre forme de latence. Et transactions par seconde, et des choses qui sont aussi liées au plan et l'utilisation de ressources, le CPU, memory usage et tout ça. D'accord? Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'average query runtime. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous utilisez? La moyenne de calcul de requêtes? Je vois quelqu'un qui dit oui et quelqu'un qui dit non. Pardon? L'écart type et la moyenne, d'accord. Il y a l'écart type aussi. Oui, ok. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ça, mais comme je disais avant, ça serait bien d'étendre ce framework pour aller faire le P99, par exemple, P95, comme tu disais. Tu disais ça, non? P80? Non, pardon. Ok. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que je vais dire quand je dis mesurer assez. Okay? Donc ça, c'est un peu haut niveau encore. On a une query, une requête ici. Donc ça, c'est un query group. Ça veut dire qu'il y a les bindings, mais on les regroupe dans une query. Et on a deux requêtes ici, Q1 et Q2. Et il y a un temps de mesure. Donc normalement, ici, on fait un changement ici au milieu. Oh, vous ne pouvez pas voir mon... Donc, ça ne marche pas. Donc, au milieu, on fait un changement. Et donc, il y a ce concept de temps de mesure. Le temps de mesure, c'est assez important. Et on va expliquer un peu plus pourquoi dans la prochaine planche. Mais l'idée, c'est que tu veux mesurer les requêtes dans la première fenêtre. Tu veux mesurer les mêmes requêtes dans la deuxième fenêtre, comme ça que tu peux comparer l'un avec l'autre. Mais les systèmes de production, ça ne marche pas comme ça. Et on va voir comment ça se montre. Les systèmes de production sont assez différents. Donc, on va introduire cette méthode qu'on appelle workload fingerprint. Et ça, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur des requêtes spécifiques. Parce que normalement, quand on fait de l'optimisation, on ne s'intéresse pas vraiment à l'optimisation de tout et n'importe quoi. On s'intéresse souvent à l'optimisation d'un certain nombre de requêtes spécifiques. Ce sont les requêtes qui sont très importantes pour notre end user. Et on va essayer de créer cette méthode de manière robuste pour comparer ces mesures aussi. Et c'est vraiment l'idée de passer d'un projet artistique à un projet d'ingénierie. Okay? Comment on va faire ça? On va replacer le AQR, c'était la métrique que j'avais décrite avant. On va la remplacer avec un autre type d'AQR sur ces requêtes qui sont importantes. Et puis, on va définir une méthode pour définir cette fenêtre de mesure. Et on va définir une méthode pour manager, pour gérer le bruit de la mesure.
D'accord? Donc ça, c'est un peu le projet et ce que l'on va développer maintenant. Ça, c'était quelque chose qui Marc m'avait dit à PGD France l'année dernière, à Mons. On se baladait dans la ville et il me disait, Luigi, tu sais, Marc, c'était le CTO de EDB pendant 13 ans. Donc, il a vu pas mal de systèmes de production. Ce qu'il faisait souvent, c'est d'aller parler avec le client et dire, vous avez des problèmes de performance. C'est quoi les 10 requêtes qui sont vraiment très importantes pour vous? Donc, on va tuner cela. On ne va pas tuner tout le reste parce que ce n'est pas très important pour vous. Donc, ça s'est focalisé de cette manière. Et donc, le workload fingerprint, ça prend cette idée et il la développe. Okay? Donc, pour faire des mesures stables des AQR, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la variation de la distribution des requêtes. La variation des distributions des requêtes. On va développer ça. Et le deuxième problème, c'est la variation de la distribution d'une requête. D'accord? Donc, il y a la distribution, combien de fois la requête 1 arrive, combien de fois la requête 2 arrive. Ça donne une distribution. Donc, ça varie dans le temps. Et puis, il y a la distribution du query runtime, du temps de calcul de la requête sur une seule requête. D'accord? Il y a deux distributions. Donc, on va commencer avec le problème 1. On va le visualiser tout d'abord, mais tout d'abord, je vais définir le average query runtime un peu mieux qu'avant. Donc, ça, c'est une métrique qui est sujet à pas mal de variabilité dans le monde réel, au moins dans pas mal de workloads, pas partout, mais souvent. Et l'idée de l'average query runtime, c'est assez basique. Si c'est petit, c'est bien, et si c'est grand, c'est mal. Okay? Donc, petit AQR, c'est bien, grand AQR, c'est pas bien. Et ça, en fait, ça dépend de ces distributions dont on avait parlé avant. Et souvent, si on mesure AQR de manière un peu naïve, on peut arriver à des conclusions qui sont assez erronées. Okay? On va voir un exemple de ça. Donc ça, c'est l'image que j'avais montrée avant, mais c'est un peu différent. Ici, vous voyez qu'il y a une distribution assez différente. Vous voyez que dans la fenêtre numéro 1, vous avez 4 requêtes Q1 et vous avez une requête Q2. Et dans la fenêtre 2, vous avez 2 requêtes Q1 et 2 requêtes Q2. Donc ça, c'est très basique. Ça arrive tout le temps. D'accord? Et par contre, vous n'avez fait pas de changement entre les deux, mais vous avez un AQR. Vous voyez, le vert, ça montre combien d'AQR vous avez. Et vous regardez, vous voyez que le AQR a changé sans changer rien du tout. D'accord? Donc ça, c'est un problème parce que cette distribution des requêtes a changé. Et du coup, ça change aussi la mesure que vous êtes en train de prendre. D'accord? Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est si vous avez une requête Q3 qui ne termine même pas pendant la fenêtre 1, et ça termine dans la fenêtre 2, en Postgres avec pgstar statements, vous n'allez même pas mesurer la Q3 dans la première fenêtre, vous allez la mesurer seulement dans la deuxième fenêtre. D'accord? Donc ça, c'est un autre problème. La fenêtre de mesure, ce n'est pas assez grand pour contenir la requête Q3. Ce qui veut dire, c'est que là, maintenant, le AQR, vous voyez, la barre verte est beaucoup plus grande, parce que là, maintenant, la Q3, c'est arrivé au mauvais moment, si vous voulez. D'accord? Et donc, vous n'avez pas fait des changements au milieu, mais vous avez deux mesures AQR qui sont très différentes. D'accord? Donc, ça, c'est notre problème. Et le problème, par contre, c'est le même. Parce que ici, ça montre une distribution différente. Là, on a une distribution ici. On a une distribution avec 4 Q1, 1 Q2. Et puis, on a 2 Q1, 2 Q2. Donc, c'est une distribution différente entre les deux fenêtres. Et dans le deuxième exemple, on a, voilà, c'est quoi? 3 Q1, 2 Q2, on n'a pas de Q3. Et puis, on a 3 Q1, 2 Q2, 1 Q3. Donc, c'est deux distributions différentes. Dans les deux cas, c'est le même problème, en fait. D'accord? Donc, comment on va résoudre ce problème? Donc, il y a une petite méthode qui est vraiment très simple qui adresse ce problème. Donc ça, c'est la méthode que j'avais introduite avant. On va changer ça avec la méthode du workload fingerprint qu'on va expliquer dans cette planche. Okay? Alors, tout d'abord, on va définir une tâche de travail avec cette idée d'importance. Donc, il y aura pas mal de requêtes. Il y a des requêtes qui sont plus importantes parce qu'elles prennent plus de temps de calcul au total. D'accord? Donc là,
on va inclure ces deux requêtes, pas la troisième, la quatrième qui ne sont pas très importantes, on va introduire ces deux requêtes, mais on va introduire aussi une importance, parce qu'on ne veut pas en général donner la même importance à une requête qui prend un tout petit temps par rapport à une requête qui prend beaucoup plus de temps. D'accord? Donc il y a ce concept d'importance, il y a aussi le concept de sélectionner ces deux requêtes et ne pas sélectionner les autres requêtes qui ne sont pas très importantes pour nous. D'accord? Donc ça c'est le premier pas, on sélectionne les requêtes et on leur donne une importance. D'accord? Le deuxième pas, c'est de mesurer l'EQR, mais on le mesure au niveau de la requête individuelle. Pas en moyenne par rapport à toutes les requêtes. Donc ici, vous le voyez dans la deuxième image, on a deux barres, une barre bleue et une barre jaune. Et donc ça, c'est l'EQR des deux. D'accord? Et c'est différent de celui-là, parce que là, tout est mélangé. Là, on les garde séparés. Donc, si on fait ça, après, le dernier pas de la méthode, c'est qu'on fait tout simplement une moyenne pondérée. Donc, on a transformé une moyenne arithmétique dans une moyenne pondérée, ce qui est vraiment très, très simple à faire. Donc, on utilise l'importance score et le EQR de manière individuelle pour sortir une moyenne pondérée. Et donc, ça, c'est un truc vraiment très simple. Mais si on regarde maintenant qu'est-ce que ça fait dans un système de production, on voit des choses comme ça. Donc, dans l'axe X, on a le temps. Donc, ça, c'est un système de production. Voilà, c'est un système de production. Je n'ai pas de détails sur le système de production ici. Mais voilà, c'est un système de production. Et dans l'axe vertical, on a le EQR. Et la courbe rouge, c'est l'EQR régulé. Okay? Et donc, ça va comme ça. Donc, si vous regardez le début, c'est 1500 millisecondes, et puis ça va tout en haut jusqu'à 5000 millisecondes. Donc, ça, il n'y a pas de changement dans le système, c'est juste la tâche de travail, il y a beaucoup de bruit en fait, mais c'est tout à fait normal. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans le système de production. Mais ça, par contre, si on regarde la performance de cette machine, de cette tâche de travail à 14h40, et puis on regarde à 15h, 15h15, il y a beaucoup de différences, mais rien n'a changé. Du coup, le EQR, ce n'est pas assez robuste pour comparer avant et après. D'accord? Donc, avec la méthode du workload fingerprint, on prend la courbe rouge et on la transforme dans une courbe bleue. Et ça, c'est beaucoup mieux, parce que la courbe bleue a une variation de juste 5-10%. Donc là, effectivement, si vous faites un changement, et le changement affecte la base de données au moins 10%, vous allez le voir. D'accord? Donc c'est vraiment la moyenne arithmétique versus la moyenne pondérée qui déjà amène à ce type de changement en termes de stabilité du signal, le signal de EQR. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est assez intéressant. Donc, le deuxième problème, c'est la variation des queries de manière individuelle, les requêtes individuelles. D'accord? Et la variation, ça peut arriver pour certaines raisons. Ça peut être du bruit, de multitenancy. Ça c'est les raisons que j'avais déjà mentionnées avant. Mais il y a aussi les bindings. Les bindings donnent beaucoup de variations. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des requêtes SQL. D'accord? Et donc, ce que vous pouvez voir dans des systèmes de production, c'est que cette distribution qui est peut-être assez large, et nous, il faut qu'on manage cette distribution. Donc, je vous montre un exemple. Ça, c'est un autre système de production. Donc, ça, c'est un histogramme où on a le temps de calcul sur le axe X, et on a le nombre d'exécutions de ce temps de calcul pour cette requête spécifique. Ça, c'est juste une requête. Hein. C'est juste une requête. Un query group. D'accord? On l'a exécuté plein de fois et ça donne une distribution comme ça. Alors, si vous regardez à gauche, vous avez la requête tourne avec peut-être, je ne sais pas, c'est quoi, 100 millisecondes. Et puis, si vous regardez tout à droite, ça tourne avec, donc ça, c'est logarithmic scale, c'est l'échelle logarithmique. Et c'est plusieurs dizaines de milliers de millisecondes. Donc, c'est des dizaines de secondes. Donc, il y a beaucoup de variabilité dans cette requête.
Et ça, c'est pas tout à fait... c'est plutôt commun dans des systèmes de production. Donc, il ne faut pas se battre contre la distribution, mais il faut faire en sorte que la distribution, on la maîtrise. Comme ça, quand on sort un chiffre, par exemple la moyenne, l'écart type des statistiques, on sait que ces statistiques sont tout à fait représentatives de la distribution. Si on mesure si on mesure pas assez, on ne va pas avoir une distribution qui est représentative, et du coup, les statistiques qu'on sort de cette distribution ne vont pas être représentatives non plus. D'accord ? Et donc ça, comment on va résoudre ce problème, cette idée de mesurer assez pour avoir une distribution qui est représentative, et puis on peut sortir des statistiques là-dessus. D'accord ? Donc ce concept de mesurer assez pour avoir des statistiques robustes. Okay? Et donc ça, c'est un concept que moi, personnellement, j'ai appris, c'était au lycée. C'est le concept de standard error. Okay? Donc c'est un autre concept très simple qui vient du domaine des statistiques, qu'on apprend très tôt à l'école. Et ça, c'est vraiment ce que l'on a besoin ici. Cette idée de standard error, ça nous donne la possibilité de mesurer une distribution et d'avoir un nombre, un scalaire, qui nous permet de dire, voilà, la distribution, c'est assez clair. Maintenant, on peut bouger et avoir des statistiques qui sont représentatives pour la distribution. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est le standard error de la moyenne. Et on peut utiliser ça comme un critère d'arrêt, en fait. Et donc, normalement, ça a cette forme-là. Si tu mesures assez, au moment donné, la distribution, enfin, le standard error va toucher 0 pratiquement. Et donc, on peut vraiment utiliser cette statistique de base pour décider quand on va sortir de cette fenêtre de mesure ou pas. D'accord ? Donc, je trouve ces deux concepts assez fascinants parce qu'ils sont très simples et ils donnent beaucoup de valeur, je pense. Donc, ça, c'est pour la partie un peu pas compliqué, mais un peu, après manger, un peu difficile. Maintenant, on va changer un tout petit peu. On va montrer un exemple de ça dans quelques planches, mais je voulais juste toucher à la question de comment on recommande les requêtes de manière automatique. Parce que je ne voudrais pas parler au propriétaire de l'application pour définir quelles sont ces requêtes. Donc, je peux le faire, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'interaction. Est-ce qu'on peut automatiquement comprendre quelles sont les requêtes qui sont très importantes pour le propriétaire de l'application aussi. Donc, la première fois que je me suis posé cette question, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est impossible. L'application, ça va être spécifique, il faut demander des questions, enfin, il faut poser des questions, et puis tu vas définir un sous-ensemble de requêtes qui sont importantes pour l'utilisateur. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, je vais essayer un truc. Donc, ça, c'est la question que je disais, comment on va trouver le sous-ensemble de requêtes dans le workload fingerprint. Et surtout, tu as des dizaines, des centaines, même des milliers de requêtes. D'accord ? Il y en a beaucoup. D'accord ? Je me suis dit, je vais montrer les requêtes de cette manière. D'accord ? Je vais avoir dans le axe X, je vais avoir le nombre d'appels de cette requête. Chaque point, c'est une requête query group. Hein. Donc, les bindings, ça fait partie de cette requête aussi. Et sur l'axe Y, je vais montrer la requête, le temps de calcul de la requête. Il faut faire gaffe, ça c'est des log scale, du coup ça c'est très attendu. Et chaque point, du coup, c'est une requête, on a cette image. Donc ça, c'est une image assez intéressante, je pense. Donc par ailleurs, ça c'est un système de production sur RDS. C'est une image assez intéressante parce que là, maintenant, je vais augmenter cette image avec ça. D'accord ? Et ces lignes diagonales, en fait, ce qu'elles te donnent, c'est le total execution time, c'est le temps de calcul total pour cette requête. Et tu vois bien, par exemple, qu'il y a 2 points en haut à droite qui sont sur la même ligne, même si ces 2 requêtes ont été exécutées, une s'est exécutée 1000 fois et l'autre s'est exécutée 10 000 fois. Je parle de requêtes qui sont toutes à droite, là-bas, en haut. D'accord ? Donc, ces lignes nous permettent
de classifier un peu ce qui est important ou ce qui n'est pas important, peut-être. Moi, je vais essayer de vous convaincre, peut-être, ou peut-être vous m'enseigner que c'est n'importe quoi, d'accord? Alors, à partir de là, je vais ajouter des petites bulles. La première bulle, c'est les requêtes qui sont lourdes et fréquentes. D'accord? C'est des requêtes importantes, celles-ci? Qu'est-ce que vous pensez? Ça dépend. Bah, dis-moi plus. Et ben, du coup, ça peut être des requêtes qui sont importantes pour le fonctionnement de l'applicatif. Et donc, du coup, c'est vraiment important de les traiter. Et ça peut être des requêtes où, au final, c'est des calculs un peu faits en sous-main. Et au final, elles peuvent être très très longues, on s'en fiche. Sans prendre des VA, on ne sait pas. Bah, si tu t'en fiches de ces requêtes-là, en fait, ton application n'a pas de problème de performance. Parce que tout est là, en fait. La plupart du calcul, c'est là. Tu vois, parce que là, c'est beaucoup d'appels et beaucoup de AQR. Ah, pardon. On va voir le pointeur. Je sais pas comment faire. Il y a un dongle dans la commande. Le fait d'enlever le dongle allume la commande. Non, à l'arrière. Ah, il faut que Il faut juste appuyer. j'appuie, mais ça ne marche pas. Je sors ça d'abord. Voilà, sur ça. Ah oui, il faut sortir ça. D'accord. Ouais, c'est bon. Merci. Donc, on parle de cette requête ici et cette requête ici. Vous voyez, ça, c'est 10... Enfin, ça c'est beaucoup plus que ça. Donc, ça, c'est la majorité du calcul pour les requêtes. Donc, en fait, si tu ne considères pas ces requêtes importantes, ça veut dire que ton application, probablement, ça je ne vais pas dire 100%, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais dans la majorité des cas, et par ailleurs, je vais te donner la conclusion de cette discussion maintenant, parce que je pense qu'on doit toujours parler avec le propriétaire de l'application, mais je pense qu'on peut, dans 95% des cas, peut-être on peut le faire de manière automatique. Donc, c'est ça mon truc. Et donc, je pense que dans ce cas-là, normalement, ça, c'est une partie importante dans quasiment tous les cas. Il y a sans doute des cas niches où peut-être ce n'est pas le cas. Donc, le deuxième, c'est ces requêtes-là. Ça, c'est très léger. Elles ne sont même pas très fréquentes. Attention, ça, c'est logarithmique. Hein. Donc, il y a une énorme différence entre ça et ça. Il y a une énorme différence entre ça et ça. D'accord? Parce que c'est 10 fois plus à chaque fois que vous allez à droite. D'accord? Et la même chose ici. Donc, il y a beaucoup de différences. Là, il y a même deux niveaux d'ordre de grandeur. D'accord? Donc, ces requêtes-là, c'est beaucoup de requêtes, mais en fait, probablement, on s'en fiche. D'accord? Et comme je disais avant, Thibaut, c'est dans 95% des cas. D'accord? Après, il y a les requêtes qui sont ici. Ces requêtes sont intéressantes parce que ces requêtes-là, en fait, sont légères maintenant. Mais si tu es en train de changer quelque chose, il faut quand même que tu regardes parce que ces requêtes sont fréquentes. Du coup, si tu changes quelque chose et ces requêtes ne vont pas dans la bonne direction, bah, tu vas avoir des problèmes. D'accord? Donc, ces requêtes-là, il faut regarder quand même, il faut les mettre dans le workload fingerprint si tu veux optimiser. Donc, le rouge et le vert devraient être dedans, les deux. Même si tu n'as pas intérêt à optimiser ça tout de suite. D'accord? Et puis, il y a le dernier, ça c'est assez contentieux, je pense. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Donc, ça, c'est des requêtes. Donc, celle-là, par exemple, c'est assez lourde. Ça prend quoi? Ça prend, c'est quoi ça? C'est 10 secondes. Ça, c'est 10 secondes. Mais ça arrive une fois. D'accord? Après, il y a des requêtes ici, ça arrive 10 fois et c'est, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec ces requêtes-là? Est-ce qu'elles sont importantes ou pas? Non, je vois quelqu'un qui dit non. Peut-être vous... Ça dépend. Voilà. La réponse est toujours ça dépend. Pardon? Ça dépend si tu as déjà réussi à en isoler 10 avant ou pas, parce que quand je D'accord. Flavio? Je disais, c'est le début de l'analyse, et c'est tout l'intérêt du fingerprinting, c'est voilà, connaître les profils de ta base de données. Oui. C'est ce que tu dis.
Mhm. c'est le profil des requêtes. Mais est-ce que tu vas te concentrer sur ces requêtes-là ou pas? Non, je vais écouter ce que tu veux dire, mais je pense qu'on va commencer par la partie rouge. Ouais. Parce que c'est ce qui consomme le plus de ressources Mhm. du serveur. Mhm. Moi, je Moi, pense- pense optimisation, je pense coup, quoi. Mhm. Je pense qu'il y a des cas, je suis surpris que personne ne dit non, non, ça c'est important dans certains cas. Il y a certains cas où je pense que ça c'est important, mais comme je disais avant, pas forcément tout le temps. Il y a une imbrication en fait, parce que en fait toutes ces requêtes sont interdépendantes, parce que quand est-ce qu'elles Oui. arrivent en fait? Mhm. Elles sont, c'est pas sérialisé, donc elles sont toutes en même temps. Mhm. Tu vois, une requête du bleu, tu peux. Il faut le bazar. Il faut le bazar par là. Mhm, mhm. Il y a certains cas où tu raisonnes, dans certaines bases de données, tu raisonnes en taux d'occupation par cœur et par requête là. Parce que tu es contraint en termes d'infra-données. Les tokens, c'est vachement important parce que ça te coûte des tueurs par token. Mhm, mhm. C'est aussi comme ça des fois pour raisonner. Mhm. Donc oui, c'est pas mal. Ça peut être important. D'accord. Luc? Ah, tu voulais pas. Ah, tu t'es tiré, c'est ça. Pas forcément. En fait, celle-là, ça arrive, ça prend 10 secondes, mais ça arrive une fois. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est pas très important, non? Et celle-ci, ça arrive moins que 10 fois. Celle-ci, ça arrive 10 fois à peu près. Et ça prend quoi? Ça prend au total, ça prend voilà, 10 secondes. Donc c'est la même chose, vous voyez, sur la diagonale comme ça. Voilà. Bah, ça, c'est une mesure de 2 heures. Voilà. Après, peut-être il faudrait faire une fenêtre un peu plus longue pour faire cette analyse. Et ça, c'est une bonne remarque. Normalement, on conseille de faire ça un peu plus long. Dans ce système de production, on a juste mesuré pour 2 heures. Voilà. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre qu'on peut faire ça de manière automatique, parce que moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas le faire de manière complètement automatique. Mais je pense que si on se concentre sur le rouge et le vert, on couvre 95 cas, des cas. Peut-être pas? Je pense que c'est hyper important d'avoir aussi l'usage de la donnée. C'est-à-dire que si on fait du paiement, les bleus, elles sont hyper rares. Parce que tu ne peux pas attendre une seconde. Mais ça arrive une fois. Ouais, et du coup, ça dépend vraiment de l'usage aussi. Mais alors, tu as une carte de paiement, tu en as des dizaines de milliers par heure, et une fois, ça prend 10 secondes. Et c'est pas acceptable. OK. D'autres remarques? D'autres questions? Oui? Je ne pense pas qu'il manque une dimension. Ah, peut-être. Là, on a le temps de réponse, mais on ne sait pas ce qu'on consomme en termes de ressources. C'était la remarquabilité par rapport au. Est-ce que je consomme de l'IO, de la CPU? Et du coup, ça a un impact sur les autres requêtes. Enfin, tout ça est lié. Donc, on peut avoir effectivement très peu de queries, mais si elle consomme une CPU pendant 1 heure et que toutes les autres non plus. Ça, c'est très intéressant. Il pourrait y avoir une troisième dimension ou quatrième, et on pourrait faire ça de manière un peu plus complexe. Mais quand même, c'est le temps total, c'est donné par ces lignes comme ça. Donc, il y a une forme de consommation de ressources. Et si tu penses que les ressources, si tu as un total de consommation, en termes de temps de calcul, si tu les ajoutes tout ensemble, ça, c'est le maximum de la computation que tu fais. Et donc, chaque requête a un morceau de ça. Donc, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas explicite, mais c'est quand même un peu implicite, si tu veux, quelque part. Bien? Rien d'autre? Alors, je trouve fascinant parce que je pense qu'on a tous des expériences diverses et variées, et je pense que si vous deviez décider comment faire ça, je pense qu'il y aurait probablement
C'était quoi, 95 personnes de la conférence, c'est ça, hein? 95 réponses différentes. Alors, on va voir le workload fingerprint dans une application. C'est un benchmark qui s'appelle SITS. Ça, c'est un benchmark open source que vous pouvez télécharger à Internet. Et ça, c'est la même image que vous avez vue avant, le nombre d'appels et l'EQR. Et en bleu, vous avez l'application avant. Pardon, et j'ai oublié de dire, ça, c'est une implémentation de cette méthode workload fingerprint dans DBTune. Et ça, c'est un benchmark qu'on a fait tourner pour montrer ce type de comportement. Donc, DBTune, ici, dans ce contexte-là, faisait de l'optimisation des paramètres serveurs. Et ça, c'est avant l'optimisation, et ça, c'est après l'optimisation. D'accord? Les bleus, enfin, c'est pas cette couleur, violet, c'est avant. Et avec la ligne comme ça, on montre qu'est-ce que ça donne après. D'accord? Comme vous voyez, la méthode de workload fingerprint a pris les requêtes qui sont lourdes et les a ramenées comme ça, en bas, ce qui donne une meilleure performance. Par ailleurs, ça, c'est 10, c'est une optimisation de 10x. Donc ça, c'est beaucoup de performance parce que ça, c'est log scale et ça, c'est 4 probablement, ou 2 peut-être ici. Et pour les autres, qu'on a dit, c'est peut-être pas très important qu'ils les optimisent, vous voyez qu'ils sont à peu près dans la même région. Donc ce que l'on disait, ce que l'on voulait faire, c'est d'optimiser ces requêtes-là, et vous voyez que ça arrive avec cette méthode, au moins dans cet exemple, c'est juste un exemple. Mais voilà, c'est intéressant que la méthode fait ce qu'elle devrait faire. On a choisi les requêtes lourdes ou les requêtes importantes, et puis on a bougé tout ça. Les requêtes qui ne devaient pas bouger trop, elles n'ont pas trop bougé. Les requêtes dont on s'en fiche, peut-être c'est ces requêtes-là. Elles n'ont pas beaucoup bougé, mais on s'en fiche de celles-ci. Et voilà, donc c'est une démonstration de la méthode. Alors, on va les mettre tout ensemble. Cette méthode workload fingerprint, c'est une méthode qui regroupe un ensemble de requêtes basées sur la data historique. On peut demander au propriétaire de l'application si ça c'est les bonnes requêtes, ou on peut utiliser ce système de recommandation. Ce n'est pas basé sur l'intelligence artificielle, c'est juste analyse des données, et peut-être c'est tout ce qu'il faut ici. Donc la possibilité de le faire de manière automatique ou bien de le customiser par rapport à quelqu'un qui te dit choisis ces requêtes et pas ceci. On va utiliser le standard d'erreur sur la moyenne pour mesurer la fenêtre de manière statistique, de la bonne manière statistique. Et puis on va faire une moyenne pondérée. Et ça nous donne cette idée de workload fingerprint AQR. Et ça va être l'étoile, le North Star. North Star, c'est la direction pour l'optimisation. D'accord? Donc si vous le faites de manière manuelle, ça marche. Et si vous le faites avec un agent, bah, ça va être assez intéressant parce que vous avez maintenant une direction à suivre. D'accord? Donc, en conclusion, je pense qu'il faut essayer de développer plus de ces méthodes-là dans la communauté Postgres parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une manière rigoureuse pour mesurer la performance de Postgres. Cette présentation essaie de traduire ce que l'on appelle un peu un processus artistique dans un processus un peu plus d'ingénierie. Et on appelle cette méthode workload fingerprint. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est ça, hein? Voilà. Et voilà, ça c'est un contrat entre le tuner et l'application on air aussi. Donc du coup, on est les deux bien alignés sur cette chose-là. Donc on écrit pas mal de blogs. Si vous voulez regarder et les lire, vous allez sur ces pages web. Il y a aussi une newsletter où on communique ces blogs et ces communications. Donc vous pouvez, si vous voulez, souscrire à la newsletter. Ce n'est pas trop spammy, dans le sens que je fais ça une fois par mois.
Et si vous voulez vous connecter avec moi, je suis sur LinkedIn. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, merci beaucoup, Luigi. Merci.